Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, après la 8e édition de la TICAD, le président de la République, Andry Rajoelina, a rencontré le président français Emmanuel Macron hier au palais de l'Élysée à Paris. L'entretien a porté en général sur la continuité des échanges déjà entamés depuis le début du mandat présidentiel d'Andry Rajoelina, notamment l'écologie, la transition énergétique, la sécurité alimentaire et particulièrement l'autonomisation des populations malgaches dans le sud de Madagascar en proie à la famine. La question sur l'environnement et l'utilisation de l'énergie verte ont également été discutées. Toujours en politique, le sénateur Richard Ramanambitan a déclaré aujourd'hui que le gouvernement dirigé par le président de la République, Andry Rajoelina, se porte bien tant sur la scène internationale que devant la population locale. Selon lui, la présence du président de la République à la TICAD, qui s'est tenue à Tunis, en est la preuve. Il a également rencontré le président français et a reçu des financements. Le sénateur Richard Ramanambitan appelle donc le peuple malgache à ne pas se laisser abuser par l'opposition. Le gouvernement actuel est évalué, a déclaré aujourd'hui le sénateur de Madagascar, Richard Ramanambitan. Selon lui, ce n'est pas seulement la population locale qui fait l'évaluation, mais aussi au niveau international. Au vu de la situation actuelle, la communauté internationale fait confiance au gouvernement. La preuve, Madagascar a reçu 240 millions d'euros lors du récent voyage du président de la République à l'étranger. Quant à Madagascar en particulier, le sénateur Ramanambitan a souligné l'attention du gouvernement face aux crises survenues telles que l'épidémie de Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour ne citer que les différentes allocations, l'encadrement et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, la hausse de salaire, mais aussi la construction de diverses infrastructures. Cependant, face à ceux qui essaient de semer le trouble, le sénateur appelle le peuple malgache à ne pas accepter d'être manipulé. Il appelle également au calme au vu de ce qui se passe à Ikung en ce moment. En économie, la Corée du Sud financera 3 projets douaniers d'une valeur d'environ 5 millions de dollars en 4 ans. L'objectif est de faciliter et d'accélérer le traitement des marchandises à la douane. D'autre part, l'ambassadeur de Corée qui travaille et réside à Madagascar déclare que son pays est toujours prêt à collaborer avec le pays. Détails sur les images de Barnien à Denilson. La manutention et la mainlevée des marchandises en douane seront accélérées à travers la digitalisation de l'analyse dynamique des risques ainsi que l'augmentation de l'entrepôt des données. Des réformes seront également faites concernant l'organisation des agents de la douane. La Corée du Sud aidera Madagascar à concrétiser ses projets par le biais d'un financement de 5 163 000 $. La collaboration durera 4 ans. En plus de la douane malgache, il existe également de nombreux domaines soutenus par la Corée. On continuera d'appuyer Madagascar avec divers programmes de coopération pour que Madagascar puisse atteindre son développement économique. Justement. Le secteur énergie aussi, on va signer le projet de Critem pour constituer de sous-tension entre Tana et Tamatab Node 2. On va procéder le projet de Pritem aussi. La signature de la coopération entre la douane malgache et le service des douanes coréen, KCS, a eu lieu aujourd'hui à Ivanj. Cette coopération sécurisera davantage les recettes douanières et accroîtra la compétitivité du secteur privé local avec la réduction et la facilitation du dédouanement, soutient le directeur général de la douane, Linkenazaf Van Ernest.
Et puis le maire de la commune d'Andap dans la région Sava a fait un rapport sur la situation des projets de développement en cours dans sa localité, notamment la construction d'infrastructures inscrites dans le Velran présidentiel. La commune bénéficiant de plusieurs infrastructures, la population d'Andap souhaite la venue du président Anjrazouel dans ce district pour lui montrer sa reconnaissance, selon le maire. Reportage de Natera Goutumav et Nzara Djansou. La commune et le district d'Andap n'ont pas été oubliés dans la construction des infrastructures de développement, selon le maire de la commune aujourd'hui. Ce dernier a rapporté que plusieurs infrastructures sont actuellement en cours de construction dans sa localité, si d'autres sont déjà achevées. Des infrastructures inscrites dans le Velran du président de la République, comme les écoles, les hôpitaux, les directions régionales des services publics, mais aussi la réhabilitation et la construction de routes. Ces infrastructures s'inscrivent également dans le projet de développement de la commune, mis en place par l'État, et sont aussi complémentaires aux travaux de développement locaux de la commune. La population commence à sentir le changement dans leur vie quotidienne. Ainsi, la population, par le biais du maire de la commune urbaine d'Andap, souhaite la venue du président Anjrazouel dans cette localité. Dans les actualités sociales, la grève des taxis de la capitale, prévue se tenir aujourd'hui, n'a pas attiré beaucoup de participants au vu de ce qui s'est passé en ville. Rappelons que les informations selon lesquelles l'association des taxis de la capitale prévoyait de tenir une manifestation en ville aujourd'hui ont fait le tour des réseaux sociaux la semaine dernière. Comme nous le voyons sur les images, les activités se sont déroulées normalement à Analakeli. Aucun signe de manifestation n'assure les lieux durant le passage de nos journalistes vers midi. Les taxis sont stationnés à leur place habituelle et semblent poursuivre leurs activités. Par ailleurs, nombreux sont les taxis qui ont circulé sur les routes de la capitale aujourd'hui. Éducation à présent, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a signé ce jour une convention de partenariat avec un groupement d'entreprises et de femmes entrepreneurs impliquées dans la confection de vêtements à exporter. Il s'agit d'une collaboration axée sur la formation professionnelle des élèves qui sortent du centre de formation pour atteindre l'engagement numéro 6 du président de la République, qui est d'offrir un travail décent à tous. Djaren Jamar. 8 grandes entreprises impliquées dans la confection de vêtements ont signé ce jour une convention de partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle afin d'accueillir des étudiants et des stagiaires dans ce domaine. Ce n'est qu'un début, car cette coopération s'étendra au domaine de la formation, explique le ministre Vavtsara Gabriela. Selon le président de ce groupe d'entreprises, s'engager dans l'industrie n'est pas seulement une recherche de profit excessif. Il y a bien une responsabilité du prédicateur envers la communauté et le développement du pays. Analamang et la région Est commenceront cette collaboration et une stratégie pour l'étendre progressivement dans d'autres régions sera mise en œuvre. Et le programme de cette année scolaire sera bouclé avant les vacances de Pâques pour les établissements que nos journalistes ont visités aujourd'hui dans la capitale. La raison de cette décision est de se préparer à l'avance à la possibilité d'événements qui pourraient interrompre l'enseignement, tels que les catastrophes naturelles et bien d'autres. En cette semaine précédant la rentrée des élèves, les écoles sont déjà en pleine préparation. Fadjasena Mirai, Barnienne 2100. Aujourd'hui, les professeurs ont repris le chemin de l'école en vue de la rentrée des élèves à partir du lundi 5 septembre. Pour cet établissement, la préparation a commencé par un grand nettoyage des salles de classe, le rangement des livres et des manuels pédagogiques. Les responsables ont également rencontré les professeurs pour les nouvelles directives. Des consignes ont été émises pour que les programmes scolaires se terminent avant les vacances de Pâques. En plus de se préparer à la possibilité d'une interruption durant l'année scolaire, terminer le programme tôt améliorera également les résultats aux examens, car les élèves auront plus de temps pour les révisions. Rappelons que le calendrier pédagogique sera divisé en 5 bimestres. La rentrée officielle est prévue pour le 5 septembre et l'année scolaire se terminera le 23 juin.
Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Le parti au pouvoir en Angola a remporté la victoire aux élections législatives, donnant un second mandat au président sortant, João Lourenço, à l'issue du scrutin le plus serré de l'histoire du pays. France 24. Pour la commission électorale angolaise, pas de doute, le MPLA au pouvoir depuis l'indépendance remporte un nouveau scrutin. À un détail près, 4 de ses 16 membres ont refusé de signer le décompte officiel. Le mouvement pour la libération de l'Angola, habitué à des scores très larges, l'emporte de justesse avec un peu plus de 51% des voix. Symbole de ce scrutin serré, la capitale a voté pour l'opposition, l'UNITA. Dans les rues de Luanda, aucune célébration et des habitants divisés. Moi, je suis en colère contre ce parti. Le MPLA, au pouvoir, on n'en veut plus. Il dirige seul depuis 1975. On voulait un autre parti parce qu'il faut du changement dans ce pays. Je suis très heureux pour la victoire de son Excellence, le président João Lourenço. Bonne chance à lui pour ses 5 ans. Dans ce pays riche en ressources naturelles, mais miné par la pauvreté et la corruption, le scrutin s'est notamment joué sur le développement et la lutte contre l'inflation. Avec cette victoire, le chef du MPLA prolonge son mandat présidentiel. Il promet le dialogue et la concertation. Je serai le président de tous les Angolais et je m'engage à œuvrer pour que l'Angola devienne une grande économie, une grande démocratie. L'opposition, elle, dénonce des fraudes et a déjà annoncé plusieurs recours devant les tribunaux. Obus de mortiers et tirs d'armes automatiques, la zone verte de Bagdad a sombré dans le chaos après le retrait politique de Moqtada Sadr, coup d'éclat annoncé lundi par le leader irakien chiite, laissant libre cours à ses partisans, dont au moins 15 ont été tués par balle. France 24. Scène de chaos devant le Parlement irakien. Ces partisans de Moqtada Sadr sont pris pour cible par des miliciens du Hashd al-Shabi, un rival pro-iranien du leader chiite. Un peu plus loin, plusieurs roquettes s'abattent sur un quartier résidentiel de la zone verte. Dans la matinée, les affrontements continuent. Je suis blessé, j'étais blessé au pied hier. Pourquoi? Nous ne sommes ici que pour demander une meilleure vie. Tout commence lundi, dans l'après-midi. Les partisans de Moqtada Sadr envahissent le palais de la République, qui abrite notamment le Conseil des ministres. Ils veulent protester contre une situation politique bloquée. Leur leader, vainqueur des élections il y a près d'un an, n'a pas pu former de coalition pour mettre en place un gouvernement. Il a annoncé mettre fin à sa carrière politique. Ses partisans accusent le camp pro-iranien de bloquer la situation. C'est comme s'ils avaient les oreilles bouchées. Nous demandons des réformes. Nous leur avons demandé de reculer, mais ils ne bougent pas. Ils sont butés. Nous ne voulons pas d'eux. Les affrontements ont gagné d'autres villes du pays et inquiètent la communauté internationale. Les États-Unis et la France appellent à un retour au calme. De son côté, Moqtada Sadr a annoncé avoir entamé une grève de la faim jusqu'à l'arrêt des violences. En attendant, ce mardi matin, chaque camp commence à enterrer ses morts, comme ici à Nadjaf. Et des dizaines de millions de Pakistanais luttaient lundi contre les pires pluies de mousson en 3 décennies, qui ont fait au moins 1136 morts, emporté d'innombrables maisons et détruit des terres agricoles vitales. France 24. Eh bien, écoutez, ces opérations sont particulièrement compliquées. L'armée intervient en ce moment dans plusieurs zones en hélicoptère, mais cela reste difficile malgré tout, car il n'y a pas de territoire sec disponible partout. Et cela signifie que les hélicoptères ne peuvent pas se poser au sol pour permettre aux victimes de monter à bord. Et cela signifie aussi que les équipes qui sont à bord ne peuvent pas larguer les vivres et les kits humanitaires, car ils ne peuvent pas être réceptionnés au sol. Et c'est le cas dans le nord du pays, qui est très montagneux, mais aussi dans le sud. On le rappelle, un tiers
tiers du territoire du Pakistan est sous les eaux, il est complètement englouti. Les autorités locales ont appelé les habitants de certaines villes et de plusieurs villages à quitter leurs habitations, à évacuer en raison du risque d'inondation imminent. L'eau se rapproche de la ville de Dadou, par exemple, qui se trouve dans le Sindh, dans la province du Pendjab. Même si la pluie a cessé de tomber depuis hier dans les 3 provinces qui sont les plus touchées par les inondations, l'inquiétude ne retombe pas car les rivières sont en crue et le risque d'inondation vient de là désormais, même si le ciel est clément. Et puis rien ne garantit qu'un nouvel épisode de mousson ne se produise dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, alors que des millions de rescapés sont à la rue sous des tentes de fortune. Plusieurs campements se mettent en place, mais il manque de tentes, de nourriture, de médicaments, alors que les maladies telles que le choléra, le paludisme, la dengue sont à craindre dans toutes les zones inondées. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizouk. Quant à moi, je vous dis au revoir et passez une excellente soirée dans notre compagnie.